Cette diapositive est juste là pour vous rappeler, parce que ça a des considérations, enfin ça ouvre vers des considérations thérapeutiques, que les fosses nasales sont vascularisées par deux grands systèmes carotidiens. Le système carotidien externe, ça vous l'aviez appréhendé, sans problème, par l'artère maxillaire interne et l'artère faciale et ses branches, pas de problème. Mais aussi par le système carotidien interne, via les branches de l'artère ophtalmique qui donnent les artères ethmoïdales antérieures et postérieures. D'accord ? Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a une technique qui me paraît à la fois très efficace et très élégante pour empêcher les gens de saigner, c'est de faire une embolisation, donc une artériographie, et de boucher les vaisseaux qui sont susceptibles de saigner. Vous voyez donc d'ores et déjà que à cause de cette particularité de vascularisation des fosses nasales, vous ne pourrez pas arrêter tous les épistaxis par une embolisation, puisque vous ne prendrez jamais le risque d'aller emboliser les artères ethmoïdales, puisqu'il faudra que vous passiez par l'artère ophtalmique. D'accord ? Ok ? Voilà. Donc, cette seule considération anatomique a un impact thérapeutique important. D'accord ? Et je m'arrêterai là pour ces digressions anatomiques qui, en général, vous énervent. Juste que ces deux systèmes s'anastomosent au niveau de ce qu'on appelle la tache vasculaire ou la zone de Kisselbach, qui est une petite ectasie vasculaire qu'on a tous de façon physiologique, mais plus ou moins hypertrophique. En gros, 1 cm en arrière du bord antérieur de la cloison. D'accord ? On l'a tous. C'est le siège de quasiment 9 épistaxis sur 10. D'accord ? Et c'est l'une des raisons qui va conditionner donc le traitement. Alors ce traitement, je passe les formes cliniques. Je vais passer aussi très vite, parce que vous connaissez ça mieux que moi, vous qui venez de passer l'internat. Bien sûr, on interroge les patients. Bien sûr, on leur demande s'ils ont pris des prises de médicaments susceptibles de modifier la coagulation, l'aspirine, les anti-inflammatoires stéroïdiens, les AVK, etc. Bien sûr, on leur fait un examen. Bien sûr, on va leur faire un bilan si, et seulement si, votre sentiment est que la perte sanguine a été importante, d'accord ? Sinon, ça ne sert à rien, sauf éventuellement un bilan d'hémostase, bien sûr, chez les gens qui sont sous anticoagulants. Mais sur cette diapositive, finalement, ce qui est important, c'est que vous devez, en premier lieu, faire moucher les patients. Vous allez dire, mais c'est terrible, on crée une pression dans le nez, ça va augmenter le saignement. Oui, c'est vrai. Mais tant que vous avez d'énormes caillots, et quand je dis énormes caillots, vous allez sortir lors du mouchage des limaces de sang coagulé qui font 7 à 10 cm de long et 2 cm de diamètre. Ils vont moucher ça va les horrifier d'ailleurs. Tant que vous avez d'énormes caillots comme ça, ces caillots consomment les plaquettes et empêchent la constitution d'un clou plaquettaire sur le site réel de l'hémorragie. Donc la première chose à faire, c'est moucher les patients. Et combien de fois on voit que les urgences de la Pitié nous appellent pour une épistaxis qu'on n'arrive pas à juguler, le patient est adressé à la consultation, et le temps qu'on soit libre, notre infirmière s'en charge, et elles ont l'habitude, donc elles commencent par prendre un haricot, faire cracher le patient, le faire moucher, et le temps qu'on arrive, le patient s'est arrêté. Il ne saigne plus. D'accord ? Simplement le mouchage, et puis une petite compression du nez, a fait que le patient n'a même plus quasiment besoin d'être méché. Donc, mouchage, et puis, éventuellement, si vous avez le temps, vous mettez de la xylocaïne nafazolinée dans le nez, qui est ce petit produit un peu bleu-vert. Ce produit a donc deux particularités. C'est le mariage de xylocaïne, qui est un anesthésique de contact, et de nafazoline. La nafazoline, c'est un puissant vasoconstricteur, donc qui va permettre un peu l'hémostase, et surtout aussi d'aplatir, de diminuer l'épaisseur de votre muqueuse des fosses nasales, et donc de permettre d'avoir plus de place pour mécher votre patient si nécessaire. D'accord ? Donc ça, c'est si vous avez le temps. Non, on ne l'applique pas avec une compresse, on l'applique avec ça. C'est une pince de Polixer. Et c'est une très bonne remarque. Si vous voulez mécher correctement un patient avec du coton imbibé de xylocaïne nafazolinée, vous prenez un morceau de coton de 7 à 8 cm de long, de 2 cm de diamètre, vous le trempez dans ce flacon, et en le sortant, vous l'écrasez avec les doigts, de manière à en faire quelque chose de plat. D'accord ? Et puis ensuite, vous prenez votre coton et vous le mettez sur toute la longueur de la pince, comme ça. D'accord ? Voilà, imaginez que le coton soit mon doigt. D'accord ? Et vous allez le faire pénétrer dans le nez, et on verra comment tout à l'heure. Vous le faites rentrer 2 cm, donc vous rentrez votre pince de 2 cm, puis ensuite vous retirez votre pince, vous prenez le coton un peu plus loin,
et vous poussez le coton. Et en fait, il n'y a que le coton qui va rentrer. Votre pince ne va pas rentrer, ça sera moins désagréable pour le patient, d'accord? Et donc ça sera plus agréable. Petite digression sur cette diapositive-là. À la fin, il y a marqué « calmer le patient ». J'aurais pu mettre « calmer le patient » et « calmer le médecin ». D'accord? Il faut que vous soyez extrêmement zen quand vous gérez une épistaxis. Il ne faut pas être impressionné par la quantité de sang qui sort, par le fait que ça coule goutte à goutte, avec deux gouttes à la seconde. D'accord? Il faut que vous soyez toujours très calme pour mettre en confiance le patient. Le patient, il est en train de saigner. Il est terrorisé, il a 21 de tension. S'il vous voit en train de dire « Bon, alors qu'est-ce que je vais lui faire ?» C'est pas possible, il va monter à 25. D'accord? Et à 25, vous n'arriverez jamais à l'arrêter. Hein? Donc il faut commencer par être très zen, par avoir des gestes assez lents, même si on est dans un contexte d'urgence. D'accord? Il faut peser, montrer que vous gérez, vous dominez cette situation et qu'il n'y a aucun souci, qu'il ne va pas mourir dans les 2 secondes. D'accord? Alors, juste un petit point sur le méchage. Votre pince, là, on a tous l'impression que notre nez, il est comme ça. Parce que, esthétiquement, il est comme ça. D'accord? Une fosse nasale, c'est horizontal. Donc, quand vous rentrez votre pince, vous allez en direction du conduit auditif externe. D'accord? Et vous la rentrez, celle-là, on verra tout à l'heure, et vous allez le faire, vous la rentrez jusqu'à la garde. D'accord? Quand vous faites un vrai tamponnement antérieur. Pas un méchage au coton, hein, ça c'est autre chose. Hein. Ça c'est pour préparer le méchage qui sera plus violent. Oui, vous le retirez après. Hein, et de temps en temps, simplement ça réussit à arrêter de saigner. Il est aussi noté position demi-assise. Il y a des idées qui traînent chez tout le monde, chez vous médecins, et puis dans la population générale. Quand on saigne du nez, on va se mettre comme ça. D'accord? Surtout pas. Quand vous saignez du nez, il faut se mettre comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez diminuer l'écoulement du sang vers le pharynx, donc vous allez diminuer la déglutition du sang. Or, déglutir du sang, le sang ne s'est pas digéré, et moralité, 1 heure après, votre patient va se mettre à vomir, parce que le sang, il ne peut pas le digérer, ça va provoquer d'importantes nausées, en gros 1 heure après, et il va vomir des haricots de sang qu'il aura déglutis. Par ailleurs, ça l'oblige donc à déglutir, parce qu'il y a des choses qui lui coulent dans la gorge, et quand vous déglutissez, vous tirez sur votre voile du palais est partiellement inséré sur votre septum nasal. On a vu que la tâche vasculaire était sur le septum nasal, et ça sert donc à rien de faire bouger la zone qui saigne. D'accord? Ça va réactiver le saignement. Donc, la tête penchée en avant, position demi-assise, calme. Éventuellement, vous leur donnez, le temps qu'ils se compriment le nez, vous leur donnez un petit glaçon à sucer. Hein. Ça fait du frais, ça vasoconstricte, ça leur nettoie un peu la bouche, c'est plus agréable. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'ils ont mouché les caillots? Je vous ai dit que 9 fois sur 10 quasiment, c'était un segment sur la tâche vasculaire. Ça veut dire qu'une compression bidigitale entre le pouce et l'index, comme ça, de 10 minutes, mais 10 vraies minutes à la montre, hein, il faut leur dire aux patients. C'est 10 minutes, je reviens dans 10 minutes. Et je ne veux pas que vous ayez lâché votre nez pendant 10 minutes. Hein. Une compression bidigitale de 10 minutes après un mouchage va tarir 9 épistaxis sur 10. D'accord? Simplement ça. Alors après, si on va du plus simple au plus compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un tamponnement vestibulaire. Le tamponnement vestibulaire, c'est ce que va faire le pharmacien avec un coton imbibé de thrombase, qui est un produit hémostatique, hein, ce qu'on appelle le coalgan. Hein, et il va vous mettre, donc il va vous mécher le vestibule narinaire, donc toute cette partie-là est seulement là, ou un certain nombre de nos confrères aussi, malheureusement, et c'est pour ça que j'ai souhaité vous faire l'épistaxis, nous envoient le patient en disant qu'il faut lui faire un tamponnement postérieur, parce que le tamponnement antérieur n'a pas marché. Ce qu'ils appellent tamponnement antérieur, c'est un tamponnement vestibulaire. Vous allez faire tout à l'heure un tamponnement antérieur, vous verrez, c'est un geste violent. Hein. Donc il faut avoir un peu l'habitude. Et donc si ça ne règle pas le problème, bah, vous faites un tamponnement antérieur. C'est actif sur les 3/4 antérieurs de la fosse nasale. Ça veut dire que si vous avez un saignement sur une queue de cornet dans le nez, eh ben, vous risquez d'avoir un échec. D'accord? D'où l'intérêt éventuellement, effectivement, d'avoir méché votre patient à la xylocaïne afasolinée, d'avoir regardé, vous avez un patient qui est en position normale, comme ça, une fois méché, ça continue de saigner, mais finalement ça ne saigne pas par devant, ça saigne derrière. Là, un peu embêtant, ça risque d'être un tiers postérieur de fosse nasale, ça risque, il n'est pas impossible que mon tamponnement antérieur ne soit pas actif. Souvent, c'est quand même la cloison qui saigne, et donc le tamponnement antérieur va devoir enserrer la cloison et la comprimer,
Et donc vous devrez faire, même s'il n'y a qu'une seule fosse nasale qui saigne, assez souvent, malheureusement, vous serez contraint de faire un tamponnement bilatéral. Bilatéral. Alors vous avez, pour faire ce genre de tamponnement, soit des feuilles de biogaz, de tulle gras ou des mérocelles. Le mérocelle, vous en avez un ici. Le mérocelle, c'est un tampon. Hein. Vous voyez, ça fait 10 cm de long. Hein. Vous pouvez le rentrer dans le nez, vous tenez le nez du patient, faites ça, comme ça vous mettez tout droit et vous dites respirez bien fort et vous poussez. Puis ensuite, vous prenez une seringue, un muguet de sérum, vous mouillez, et quand vous mouillez ça, ça gonfle. C'est très efficace, c'est très pratique, parce que du coup, c'est très simple à mettre, mais ça n'a pas un pouvoir de compression aussi important qu'une bonne mèche de tulle gras, comme je vais vous montrer à faire tout à l'heure. D'accord ? Petit cas particulier, des produits à résorption spontanée. Les mèches d'oxycellulose qu'on a à la science publique, c'est du Surgicel. Le Surgicel, c'est ça. Je vais vous en montrer, il y en aura sur une diapositive, il y en a, mais c'est ça. C'est un produit hémostatique que vous allez pouvoir mettre dans le nez, mais il faut bien vous dire que ça n'a pas de pouvoir de compression majeur. Hein. Voilà, c'est une mèche comme ça. Voilà. Hein. Ça a une odeur très particulière. Merci. Et cette mèche d'oxycellulose, vous devrez l'utiliser en priorité chez les patients qui ont un facteur de risque vasculaire hémorragique. Chez les patients qui sont thrombopéniques, chez ceux qui sont sous héparine, sous AVK, sous aspirine. Pourquoi ? Parce que ces produits sont à résorption spontanée si on les mouille avec du sérum physiologique. Alors ils sont moins efficaces qu'une bonne mèche de tulle gras, c'est évident. Mais si vous arrivez à tarir votre épistaxis avec ça, alors le patient va humidifier ça et vous n'aurez pas de déméchage à faire. Donc vous allez éviter le traumatisme iatrogène du déméchage. Parce que chez des patients sous anticoagulants, vous allez les mécher, 48 heures après vous allez les démécher, ils vont se remettre à saigner, vous allez les remécher, 48 heures après vous allez les démécher, et au bout de 8 jours ils n'ont plus de muqueuse dans la fosse nasale, c'est une vaste ulcération qui saigne et sur laquelle on ne peut plus rien faire. D'accord ? Donc en priorité chez les patients qui ont une anomalie qui prédispose à l'hémorragie, médicaments, etc., et c'est quand même assez fréquent, ce genre de produit en priorité. Juste un dernier cas particulier, pour ne pas vous laisser piéger, une épistaxis chez un malade qui est sous chimiothérapie et qui a 5 ou 8 000 plaquettes, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Vous n'êtes pas Dieu. D'accord ? Vous ne pouvez pas arrêter une épistaxis chez quelqu'un qui a 5 000 plaquettes. Le traitement d'une épistaxis à 5 000 plaquettes, ce n'est pas le méchage, c'est la transfusion plaquettaire. D'accord ? Donc vous ne laissez pas faire par les hématos. Si un jour, peut-être que parmi vous, un certain nombre seront peut-être ORL ou chirurgiens maxillofaciaux et donc seront susceptibles d'aller mécher un patient, eh bien, vous ne laissez pas faire par les hématos. D'accord ? Non, je ne veux pas lui transfuser les plaquettes, ça coûte cher, ça. Non, d'accord ? Vous ne pouvez pas arrêter une épistaxis à 5000 plaquettes. C'est pas possible. Le simple traumatisme iatrogénique que vous allez faire en méchant va aggraver le saignement. Donc c'est pas possible. Le tamponnement postérieur. Alors le tamponnement postérieur, on va vous montrer comment on fait un vrai bon tamponnement postérieur. Alors, c'est quoi l'indication d'un tamponnement postérieur ? Eh bien, c'est un saignement qui provient du tiers postérieur de la fosse nasale ou du cavum. D'accord ? Alors ça peut être tout bête, ça peut être un malade en réanimation, et puis on ne gère pas bien la puissance des aspirations, et donc pour aspirer dans le pharynx, par exemple, l'infirmière elle passe par le nez, et puis elle y va largue à manu, le manomètre il est à 800, d'accord, et elle suce la paroi postérieure du rhinopharynx, chez un patient qui est en plus en chirurgie vasculaire, donc il est anticoagulé, etc. Puis un jour on nous appelle pour une épistaxis cataclysmique, il a du sang plein la bouche, etc. D'accord ? Tout ça, c'est quasiment du quotidien. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire sur un tamponnement postérieur ? Alors, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait un tamponnement postérieur. On prend un gros paquet de tulle gras, puis on va essayer de l'enfiler par la bouche dans le cavum. Je vais vous montrer comment tout à l'heure. Ça sera actif sur un segment du tiers postérieur de la fosse nasale et sur un segment du cavum. D'accord ? Maintenant, si c'est quand même une situation un peu rare, un peu exceptionnelle. Si vous avez un segment du tiers postérieur de la fosse nasale, il y a un peu la méthode APHP, qui est presque une méthode de MacGyver, avec ce que vous avez sous la main. D'accord ? Vous prenez, il y a un truc au moins, vous aurez toujours sous la main dans un service, c'est une sonde urinaire. D'accord ?
Donc vous allez prendre une sonde urinaire, vous allez l'enfiler dans le nez, la mettre jusque dans le cavum, vous allez gonfler le ballonnet, et vous tirez un coup sec, vous le bloquez sur la coane, donc l'orifice postérieur du nez. Vous faites la même chose de l'autre côté, comme ça. Donc il y a un aide qui tient la tête de votre malade comme ça, et vous tirez sur les deux sondes urinaires, et pendant ce temps-là, en même temps, prenez votre mèche de tulle gras et vous refaites un tamponnement antérieur de chaque côté. D'accord ? Puis vous nouez vos deux sondes urinaires ensemble, avec une compresse sur la columelle, d'accord ? Toujours une compresse, parce qu'au bout d'une heure, sinon vous avez scié la columelle, d'accord ? Et là, vous avez fait finalement un tamponnement postérieur actif sur le tiers postérieur de la fosse nasale, à moindre frais, parce que vous allez voir qu'un vrai tamponnement postérieur à l'ancienne, ça vous évitera de nous le demander, de temps en temps, c'est chaud. Surtout sur un malade endormi, non, mais sur un malade réveillé, c'est très chaud. Hein? Voilà, donc le coût de la sonde urinaire, c'est pratique. Alors les cas particuliers, etc., on va laisser tomber. Alors comment on fait un tamponnement antérieur? On fait un tamponnement antérieur en prenant votre feuille de tulle gras à 6 cm. On va mimer ça avec ça. Vous avez une mèche de tulle gras comme ça. Vous la prenez pas au bout comme ça et vous l'emmenez dans le nez. Vous la prenez là et c'est cette zone-là que vous emmenez dans le nez. D'accord ? De manière à ce que vous voyez en permanence ça et que ça ressorte par le plancher de la fosse nasale comme ça. D'accord ? Pourquoi ? Si vous prenez l'extrémité et que vous l'emmenez au fond du nez, puis que dessus vous bourrez, l'extrémité va faire ça. Et une fois que vous avez fini de faire le tamponnement antérieur de votre malade, le malade va faire « Grand docteur, un truc, sous la gorge. » D'accord ? Et là, vous mettez la baisse-langue, vous regardez, vous voyez votre mèche qui se balance derrière le voile, comme ça. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Donc là, il faut que vous le démêchiez, que vous recommencez. Et là, le malade commence à vous en vouloir. D'accord ? Donc, bloquez toujours votre mèche, puis ensuite vous faites un accordéon, et on verra tout à l'heure ce que vous allez faire. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Alors voilà, ça c'est ce que ce que je vous ai montré. Donc ça c'est un mérocel, celui que je vous ai montré. Et puis celui-là c'est une fois qu'il est gonflé et qu'il est mouillé. Ça c'est une mèche de surgicelle. Ça c'est la polydzer. Ça c'est un spéculum nasal. Ça c'est l'exilocaïne afazolinée. Ça c'est bien. On en a là. On pourra vous en faire passer. Tiens, tu les fais passer, Benjamin. C'est des sondes à double ballonnet. Le problème c'est que ça vaut 350 francs. Hein, et donc c'est cher. Vous avez un ballonnet qui se gonfle dans le vestibule narinaire, un autre sur la coane, et donc finalement, la fosse nasale saigne encore entre les deux ballons, mais une fois qu'elle est remplie de sang, bah forcément ça s'arrête, quoi. Hein, ça devient un vase clos. Hein. Alors, moi j'avoue que au temps où je méchais les patients, ça n'existait pas. J'ai pas une expérience énorme de ça. Le rendu que j'en ai par rapport aux gens qui l'utilisent, c'est que souvent les patients trouvent ça douloureux, ça fait mal. Et de toute façon, c'est tellement cher que vous en aurez dans très peu d'endroits. On va laisser tomber cette diapositive. Juste deux mots. Bien évidemment, si tout ça ne marche pas, eh ben, vous avez des solutions chirurgicales. Allez clipper ou coaguler l'artère sphénopalatine par voie endonasale. Allez lier les artères ethmoïdales antérieures et postérieures en faisant une petite incision paracantale ici comme ça. À 3 cm du rebord orbitaire, vous trouvez l'artère ethmoïdale antérieure. À 4 cm, 4 cm et demi, vous trouvez l'artère ethmoïdale postérieure. Voilà. C'est assez facile à faire. L'embolisation des artères faciales et maxillaires dont on a vu qu'elles ne pouvaient pas forcément être actives toujours. Ça, c'est les traitements substitutifs que vous connaissez bien mieux que moi. Alors, je vais vous montrer... Bon, l'idéal, ce serait d'avoir des feuilles plus grandes que celle-là. Hein, mais... Si vous avez ça, vous prenez votre paire de ciseaux et vous coupez quasiment jusqu'au bout, mais quasiment seulement. Ouais, je vais retirer ça, comme ça ce sera plus simple. C'est quand même extrêmement gras. Donc vous avez fait une bande comme ça. D'accord ? Là, vous repartez dans l'autre sens. Voilà. Et puis on en fait une dernière.
là, avec des ciseaux ronds. Voilà. Bon. Alors, là, et donc vous voyez, je suis dans un axe qui va vers le conduit auditif externe. D'accord? J'ai mon bout là, je ne suis pas obligé de le laisser aussi long. Hein. Je reprends là, et là cette fois-ci je bourre en haut. Puis en arrière et en bas, en haut, en arrière et en bas, en haut, en arrière et en bas, en haut, en arrière et en bas, en haut. Voilà. Hop, on termine par le petit morceau qu'on a laissé depuis le départ. Et voilà. Non, pas forcément. On lui demande de reconsulter dans les 24 heures. Je lui demande de reconsulter dans les 24 heures, plutôt dans les 48 heures. Il aille se faire démêcher chez un ORL dans 48 heures, mais ça peut être un ORL de ville.